Il est temps, j'aurais aimé qu'on parle de la dimension européenne qui était chère à Clément Beaune. On n'a pas vraiment eu le temps de l'envisager, mais je pense que vous l'avez tous en tête. Il est temps de passer la parole à Pierre Charbonnier, qui est chercheur au CNRS, professeur à Sciences Po et cofondateur de Construire l'écologie. Il est notre grand témoin ce soir. C'est lui qui a suivi tous nos débats et qui va pouvoir apporter ses conclusions. Auparavant, peut-être deux informations. La journée du 13 octobre sur la résilience, puisqu'on a dit qu'il fallait davantage communiquer. Et puis le rapport fait également mention, on souhaite en tout cas une conférence nationale sur le changement climatique d'ici la fin de la décennie pour faire un petit point d'étape sur le scénario à mobiliser au vu de cette évolution dont nous avons longuement parlé, avec une nouvelle conférence qui pourrait se tenir 3 à 5 ans plus tard. Voilà, information importante qui faisait partie de vos conclusions. Mesdames, merci encore à tous. Monsieur Charbonnier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravi d'être là, même si je suis dans une position délicate de devoir tirer quelques perspectives finales. Mais après tout, nous sommes au plan. Le plan est l'organe réflexif de l'État. C'est celui qui, peut-être le plus naturellement, accueille le métier de philosophe. Donc, c'est pas si dérangeant que cela. Alors, j'ai été très intéressé par ce rapport. Nous avons d'ailleurs, enfin en particulier avec Mathilde, des discussions très régulières sur ces questions importantes. Et ce rapport fait écho à beaucoup de travaux que j'ai moi-même essayé de développer. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis philosophe, je suis chercheur au CNRS, professeur à Sciences Po. Et depuis une dizaine d'années, peut-être même un petit peu plus maintenant, j'essaie de développer une réflexion d'histoire des idées, de théorie politique sur ce que les crises écologiques globales font aux catégories d'analyse politique dont nous héritons de la période moderne. Et parmi ces catégories d'analyse, effectivement, celles du risque, de la sécurité, de la menace sont absolument centrales, dans la mesure où le projet de construction de l'État moderne est un projet d'élimination tendancielle des risques. Le risque de violence directe posé par la guerre, et auquel répond la formation de l'État de droit, le risque d'exposition au manque, aux crises économiques, auquel répond l'État social, et puis aujourd'hui, les risques environnementaux, écologiques, climatiques, auxquels répond peut-être, ou répondra peut-être, une nouvelle strate dans la réflexivité et dans les institutions politiques modernes. Et au fond, la version maximaliste du projet de réponse à la crise climatique qui est formulée dans le rapport correspond à cette nouvelle strate dans l'élaboration de l'État moderne. Par contre, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que ça n'est pas une histoire linéaire, l'histoire de cette addition de différentes strates de protection. C'est une histoire qui, à bien des égards, est une histoire contrariée, même contradictoire. Pourquoi je dis ça? Vous avez, monsieur, tout à l'heure dit très justement, l'esprit de l'État social, c'est la libération la libération à l'égard de l'incertitude. C'est très bien dit, c'est tout à fait ça. Le problème est que, bien sûr, cette libération à l'égard de l'incertitude est liée à des décisions politiques, schémas institutionnels et distributifs, mais aucune de ces institutions et de ces schémas distributifs n'aurait été possible si nous n'avions pas eu accès à autant d'énergie à si bas prix. C'est notamment le cas en France, mais ça avait déjà été le cas dans les grands moments de réponse planifiée aux crises. Premier conflit mondial, crise financière de l'entre-guerres, et puis évidemment la reconstruction de la Seconde Guerre mondiale. Le retour à la stabilité, le retour à la sécurité, c'est aussi le retour à la croissance. Le retour à la croissance, c'est aussi l'accès à ces énergies, principalement des énergies fossiles, très abondantes, très bon marché. Grande accélération que les historiens constatent dans l'utilisation de ressources, d'eau, d'énergie, et conséquente à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons appris à nous protéger contre des risques en développant une culture politique et institutionnelle, mais en exploitant aussi
ces ressources et ce que nous vivons aujourd'hui, ce boomerang historique, non pas de quelque chose que nous détestons, le pouvoir d'une oligarchie qui aurait la main basse sur les ressources, c'est le boomerang historique de quelque chose à quoi nous tenons, capacité d'éloigner les risques par des phénomènes de solidarité, mais des phénomènes de solidarité qui ne flottent pas dans l'air comme ça gratuitement, qui sont très étroitement liés au développement productif et peut-être productiviste de notre histoire récente. Donc si nous voulons admettre aujourd'hui, et je crois que c'est ce que dit le rapport dans sa version maximaliste, celle du scénario numéro 3, qui évidemment, on le comprend très bien, est celui qui a la faveur des autrices, enfin, tout à fait clair, mais on voit aussi qu'il engendre des débats, donc c'est ça qui est intéressant. Alors ça veut dire qu'il y a une réorientation de la définition même de la citoyenneté sociale, puisque cette citoyenneté sociale qui a été créée progressivement entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e, étant une forme de citoyenneté dont le coût écologique n'est pas soutenable, est trop grand, eh bien, il faut la réformer. Et au fond, c'est mon interprétation du texte, mais si par le passé, nous avons appris à créer une boucle qui va de la productivité au surplus, à l'impôt, à la redistribution, à la protection, eh bien nous allons devoir sommes en train de créer une boucle qui irait, alors toujours de la productivité, du surplus, mais ça n'est plus la même productivité, ça n'est plus le même surplus, et ce ne sont plus les mêmes mécanismes redistributifs, tout simplement parce que le ressort physique qui auparavant rendait possible tout le reste, eh bien nous allons devoir nous en priver. Alors de l'énergie, nous allons continuer à en avoir, mais ce ne sera pas la même. De la richesse, nous allons continuer à en avoir, mais ce ne sera pas la même. Des institutions, nous allons continuer à en avoir, mais ce ne seront pas non plus tout à fait les mêmes. Donc prendre la mesure de l'extension de la citoyenneté sociale dans un contexte, et je remercie Magali Regazza d'avoir insisté sur ce point, dans un contexte qui est défini par des coordonnées géophysiques, géoécologiques totalement différentes de celles que nous avons connues jusqu'à présent, ça n'est pas une tâche qui va de soi. Poser des mots sur le problème, donner des orientations prospectives, réflexives, c'est très important. Ça n'est pas tout à fait la fin du débat. En réalité, c'est plutôt le contraire. C'est le début. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est ça, c'est ce boomerang historique des missions protectrices de l'État. Il faut bien en prendre la mesure et ne surtout pas penser que c'est une histoire linéaire. C'est une histoire qui connaît une rupture fondamentale, et c'est la raison pour laquelle la crise climatique n'est pas tant une crise physique qu'une crise sociopolitique. Si nous n'avions pas d'institutions de solidarité et de protection, la crise climatique ne serait pas une crise. Nous laisserions mourir les faibles et nous laisserions exister les forts. Il y a d'ailleurs des gens qui proposent de faire ça. C'est pour ça que ces gens considèrent que la crise climatique n'existe pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris les sciences du climat, c'est parce que ce sont des gens pour qui il n'y a aucun problème à laisser mourir certains pour que d'autres vivent. Si nous décidons de ne pas vivre dans ce référentiel-là, alors nous avons un problème. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, on pourrait dire, dans cette affaire, c'est que l'État naît dans les crises. L'État est le produit, la genèse de l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui, et surtout dans ses organes réflexifs, comme là où nous sommes aujourd'hui. L'État réagit à des crises, je l'ai dit, les guerres notamment, les grandes crises financières, et puis le dernier cas en date, en tout cas pour les crises discontinues, c'est le Covid. Chaque crise apprend à l'État à planifier, à coordonner son action, à nouer avec les sphères privées des rapports qui relèvent plus de la discipline que du laisser-faire. Je pense que l'œuvre de Keynes, c'est l'œuvre en fait sommitale qui permet de penser l'économie politique comme en fait un organe de discipline de l'activité économique par l'État. D'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui beaucoup de travaux se revendiquent d'un keynésianisme vert.
On pourrait discuter des limites de ce modèle, mais peu importe. En tout cas, la crise fait l'État, et en particulier, la crise fait aussi l'état environnemental. On en discutait tout à l'heure, enfin pas moi, mais les collègues élus en discutaient tout à l'heure. Quand on a besoin de savoir quels vont être les impacts d'une crue, d'une sécheresse, etc., qu'est-ce qu'on fait? On fait de la réflexivité environnementale. On comprend mieux quelles semences sont plus exposées au stress hydrique. On comprend mieux quelles communes, quels bassins versants sont exposés à des inondations, etc. L'environnement, en fait, l'idée même d'environnement, naît de l'exposition à des risques. Si notre existence dans un milieu était un long fleuve tranquille sans aucun accident, nous n'aurions pas même l'idée d'environnement. Donc, entre l'État et l'environnement, il y a ce lien. Ce sont des réponses à des crises. Aujourd'hui, on arrive à un point tel de mise sous pression donc de l'État, de l'idée d'environnement, que ces deux notions explosent en fait. Ça a été dit, c'est juste la capacité de l'État à agir, l'État français en l'occurrence, à agir à l'intérieur de sa juridiction frontalière est remise en question par le caractère global de la crise. La capacité même de l'État à agir sous l'angle de la responsabilité environnementale est remise en question par le fait qu'en réalité, la crise climatique n'est pas une crise environnementale, parce qu'elle touche nos modes de production, nos modes de construction de l'habitat, toute l'architecture décisionnelle, donc ça va bien au-delà d'une crise environnementale. Néanmoins, si nous acceptons que l'État naît dans les crises, que l'environnement engendre des crises et que nous sommes à un point de rupture, alors à la question de la deuxième table ronde, quel est le rôle de l'État? La réponse est très simple, c'est même tautologique, c'est-à-dire c'est l'État qui, dans sa définition même d'entité qui fournit les services de base que sont la sécurité et secondairement la prospérité, est mis en jeu. Même si vous êtes un libéral convaincu, même si vous êtes un libertarien convaincu, vous n'échapperez jamais à l'idée que le cadre de référence pour l'activité économique est défini par l'État. Donc ça n'est pas une différence, encore une fois, entre la gauche et la droite. La gauche et la droite, c'est une différence de curseur dans le rapport à ce problème, mais nous y sommes tous. Ça aussi, je trouve, le rapport le dit très bien. C'est l'habileté de la variation entre les trois scénarios qui montre bien qu'au fond, ces trois variantes d'un même enjeu, parce que dans les trois variantes, l'État est au centre. Il occupe différemment sa place, mais l'État est au centre, de toute façon. Bon. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il serait peut-être nécessaire à présent, sur la base, encore une fois, de ces travaux, de réfléchir à l'articulation entre les politiques d'adaptation et les politiques de transition, ou comme on dit dans le langage plus technique, adaptation, mitigation. Pour une raison très simple, c'est celle que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est que, en fait, il n'existe pas de dissociation dans les choses entre les deux. Si nous voulons financer un modèle de protection contre les risques, il faut un modèle de croissance, de productivité, d'activité, d'emploi, d'investissement. Autrement dit, une économie politique sur laquelle on va brancher le financement de ce système-là. Et j'ai commencé à le dire, le problème de l'économie politique du passé est que c'était une économie politique fossile qui protégeait contre le manque en nous exposant à une nouvelle gamme de risques. Donc cette boucle-là, il faut la casser pour en créer une autre. Aujourd'hui, ces deux débats sont très très souvent dissociés l'un de l'autre. Ça aussi, tu l'as dit Magali, c'est très juste. Il faut essayer de sortir de cette dissociation entre les deux débats. Une adaptation qui ne transitionne pas est une mauvaise adaptation, et réciproquement. Mais là où les choses sont intéressantes, et là aussi le rapport est très bien fait à cet égard, c'est que les catégories d'analyse, enfin la nature du problème de l'adaptation et les catégories d'analyse qui permettent de le concevoir sont en fait assez proches de celles qui permettent de comprendre le problème de la transition. Par exemple, les trois scénarios que propose le rapport, vous n'utilisez pas les termes comme ça, mais on pourrait le faire, en fait ressemblent étrangement aux typologies qu'utilisent les économistes de la transition entre dérisquage, c'est-à-dire l'État intervient pour donner au secteur privé un cadre extérieur à leur action, ou planification, l'État prend en charge par lui-même en nationalisant les activités productives pour les forcer à transitionner.
pour une raison très simple, hein, c'est que nous avons en fait des actifs à faire décliner, d'autres à faire émerger. Il y a de toute façon la question de l'intervention publique qui se pose, qu'elle soit directe ou indirecte. Donc, au fond, c'est ce que vous dites aussi sur la création d'une citoyenneté sociale dont ferait partie non pas seulement le parcours de santé, le parcours d'emploi, mais aussi le parcours de réponse à l'exposition aux crises climatiques. Et donc, on voit très bien comment ces deux parties du débat commencent à rentrer en contact. L'autre aspect par lequel, et peut-être le plus important, par lequel le débat sur l'adaptation et le débat sur la transition se ressemblent, c'est que ce sont des débats au cœur desquels se trouve la question de l'inégalité. De la même manière que les populations sont affectées de manière extrêmement différenciée en fonction de leur vulnérabilité aux impacts directs de la crise climatique, des sécheresses, des feux, des inondations, etc., elles sont aussi impactées de manière extrêmement différenciée on peut dire, au risque indirect que représente la transition. Fermeture d'usines, déclin sectoriel, perte de compétitivité d'une région, voire même d'un État. Les risques indirects sont eux aussi des facteurs qui étirent le tissu social de manière extrêmement violente. Nous l'avons vu au moment du mouvement des Gilets jaunes. Nous n'allons pas tarder à le revoir au moment de la mise en place de la seconde vague des crédits carbone européens. Et si, par exemple, comme le préconise la version maximaliste du rapport, certains contributeurs verront la pression qu'ils exercent sur eux augmenter, les multipropriétaires à qui on va demander plus, les propriétaires de logements vacants à qui on va demander plus, les propriétaires de logements qui ont signé en sachant qu'ils allaient être exposés à des risques, tant pis pour eux, mais enfin bon, ils vont être responsabilisés. Ça, c'est de la tension sociale, surtout dans un contexte, je me permets de le dire, le ministre n'est plus là, dans un contexte de révolte fiscale des élites. Si c'est aussi un débat fiscal qui se profile derrière le débat sur la citoyenneté climatique, alors évidemment, la guerre des classes va se brancher aussi sur ce débat. Donc, ce deuxième point était simplement pour attirer votre attention sur le fait que le développement, donc ce sont mes mots, pas ceux du rapport, mais peu importe, développement d'une citoyenneté climatique, hein, l'intégration de la question climatique à la citoyenneté sociale, la Sécu, est quelque chose qui doit être pensé dans les mêmes termes et selon les mêmes lignes que le règlement de l'exposition aux risques transitionnels, autrement dit les politiques industrielles, elles touchent donc l'industrie, l'énergie, les transports, le logement. La réforme de l'économie politique de production, de consommation est indissociable de la réforme des dispositifs d'anticipation des risques, des impacts. D'autant, et ça a été rappelé aussi, et je me permets de le rappeler, ça aussi, c'est peut-être une limite du rapport, mais c'est aussi le périmètre qui s'est donné, qui veut ça. C'est qu'il y a des classes de risques qui ne figurent pas dans le rapport et qui sont en fait les pressions constantes qu'exerce la crise climatique sur toutes les infrastructures. L'eau, l'énergie, et je me permets de le rappeler aussi, ça aussi tu l'as dit Magali, l'alimentation. L'effet inflationniste de la crise climatique sur l'alimentation va être le facteur principal de dégradation de nos conditions d'existence. Et puis il y a une autre chose qui n'a pas été évoquée aujourd'hui, mais je me permets de le faire, ce sont les migrations. Toutes les personnes exposées à des zones d'inhabitabilité pas vouloir venir chez nous. La plupart du temps, elles vont au plus proche de chez elles. Donc ça touche surtout en fait, les pourtours des zones en danger immédiat, dont nous ne faisons pas vraiment partie en réalité. Néanmoins, ce sont des chocs systémiques, structurels, qui font partie des données du problème et dont l'onde de choc va nécessairement se faire ressentir pour nous aussi. Donc si nous ne voulons pas que dans quelques décennies, il y ait la France déclime et la France qui trime, parce que c'est ça qui se profile, eh bien, entendre au niveau d'ambition que cela constitue le rapport de France Stratégie me semble nécessaire parce que c'est un enjeu profondément politique et je m'arrêterai là en vous remerciant.